Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser ce que vous avez appris en seconde, à savoir comment équilibrer une équation en chimie. Au programme de cette vidéo, trois objectifs. Tout d'abord, comprendre ce qu'est une équation. Ensuite, distinguer les équations de dissolution et les équations de réaction. Et enfin, justement, l'objectif final, c'est comment on équilibre les coefficients stoichiométriques dans les équations qu'on vous demandera d'équilibrer. Alors répondons à cette première question, qu'est-ce qu'une équation? Une équation traduit par une écriture littérale avec des lettres ce qui se passe microscopiquement au niveau des atomes. Si on regarde l'exemple de cette réaction, on a ici les réactifs qui se trouvent de ce côté de la flèche indiquant en quoi ils vont se transformer, ces réactifs, pour former des produits. Donc ce que l'on trouvera de ce côté de la flèche, on appellera les réactifs, de ce côté de la flèche, les produits. Microscopiquement, si on regarde ce qui se passe, on a un atome de H, un atome de Cl, un atome de O qui forme HClO, traduit ici par ceci. Avec HCl, ici représenté par un H et un Cl que l'on écrit sous cette forme-là. Et ces deux molécules réagissent, se transforment en Cl2 et en H2O. Voici comment on les a traduits. Ça, c'est un exemple de traduction d'équation de réaction. Maintenant, voici un exemple de traduction de dissolution. Ici, on a un cristal solide, NaCl, dit autrement le sel de cuisine, qui, sous l'action de l'eau, va se séparer en ion Na+, et en ion Cl-. Microscopiquement, voici ce qui se passe. On a des NaCl qui, sous l'action de l'eau, se séparent. Une fois de plus, l'équation traduit avec des lettres ce qui se passe microscopiquement. À présent, répondons à cette deuxième question. Quelles sont les différences entre les réactions et les dissolutions? Alors, je reprends les exemples précédents. Ici, vous constatez que dans le cas d'une réaction, nous avons des atomes qui sont arrangés sous forme de molécules, ici et ici, et que ces atomes, on les retrouve en quantité identique de l'autre côté, mais réarrangés complètement différemment. Les Cl ici sont regroupés ensemble, et ici, on a apparition d'eau qu'on n'avait absolument pas ici initialement. Si on regarde dans la dissolution, ici, en fait, on a des ions Na+, et des ions Cl- qui sont collés, les ions Na+, étant en noir, les ions Cl- étant en blanc. Ils sont collés, mais de manière virtuelle, hein, c'est juste une attractivité entre les charges positives et les charges négatives, un peu à la façon des aimants. Et sous l'action d'un solvant, ces ions sont séparés et non pas transformés. On retrouve intégralement les ions Na+, qu'on avait au départ, les ions Cl- qu'on avait au départ, sauf qu'ils sont séparés. C'est ce que traduit cette équation ici. On voit que les Cl- sont solubilisés dans la solution aqueuse, ici également, alors qu'ici ils étaient à l'état solide, comme dans votre salière. Donc si on résume, la différence entre une réaction et une dissolution, c'est que dans une réaction, les atomes sont complètement réagencés les uns par rapport aux autres pour créer de nouvelles entités qu'on appelle les produits, alors que dans une dissolution, l'intégralité des ions que l'on a au départ se retrouve à la fin sans aucune transformation. Passons enfin à cette question, comment ajuster les coefficients stoichiométriques que l'on trouve dans une équation? Commençons par se remettre d'accord sur un certain nombre de choses à connaître, notamment sur l'écriture d'ions comme NO3- par exemple. Ça signifie que dans cet ion NO3-, il y a présence d'un seul N. Ici, l'absence de chiffre indique qu'il n'y a qu'un seul N. Le petit chiffre 3 qui se trouve ici en bas, immédiatement à la droite de haut, indique qu'il y existe 3 oxygènes. Et le moins qui est là-haut, c'est la charge totale que porte l'ensemble de l'ion NO3. Donc ici, on a un ion qui est composé d'un N, de 3 O, et qui au global porte une charge négative qu'il va falloir tenir compte après quand on va équilibrer les équations. Un autre préalable, c'est de bien comprendre ce que c'est qu'un développement mathématique, parce qu'on va en avoir besoin également pour nos équations.
ici, quand je dois multiplier 2 fois la totalité de ce que j'ai ici, à savoir x moins 1, le 2 multiplie à la fois le x et à la fois le moins 1. On se retrouve avec donc 2 fois x et 2 fois moins 1. Dans une équation, lorsque l'on va avoir par exemple 2NO3-, pour reprendre le même exemple, ça signifiera que cette fois-ci, j'aurai 2 fois un seul N. J'aurai également 2 fois les 3 oxygènes que j'avais, c'est-à-dire 6 oxygènes, et 2 fois une seule charge moins, donc au total, 2 charges négatives. Ces deux choses sont essentielles à avoir compris avant de pouvoir passer à la suite. Si ce n'est pas le cas, notez vos questions, on y répondra en classe. Vous connaissez probablement cette phrase célèbre de Lavoisier qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, c'est sur ce point fondamental que l'on va s'appuyer pour équilibrer des équations. À savoir qu'il va falloir tenir compte de 2 grandes règles. À savoir qu'il va falloir qu'il y ait le même nombre d'atomes de chaque côté de l'équation et avoir le même nombre de charges de chaque côté de l'équation également. Par exemple, si de ce côté de l'équation, j'ai un total de 2 charges positives, il faudra que de l'autre côté, j'ai également un total de 2 charges positives. On ne cherche pas nécessairement à avoir une charge nulle de chaque côté. Il faut juste respecter le fait qu'il y ait le même nombre de charges de part et d'autre. Alors on commence avec des équations de dissolution de quelques sels. Lorsque l'on aura fait cette page, on aura fait à peu près le tour de toutes les possibilités que l'on ait, que ce soit avec des parenthèses ou sans parenthèses, avec des charges et avec des ions de quantité différentes. Donc on y va pour cette première équation, la plus simple d'entre elles. Ici, on a du KOH qui s'appelle de l'hydroxyde de potassium. On constate que dans le nom, on révèle bien qu'il y a et de l'hydroxyde et du potassium. Les ions potassium K+, les ions hydroxyde OH-. Si on compte les atomes, on en a bien un de chaque côté pour K, un de chaque côté pour O et un de chaque côté pour H, sans aucun coefficient stoichiométrique devant. Donc on a bien respecté les atomes. Par contre, au niveau des charges, il faut aussi vérifier. Parce qu'ici, on a une charge plus, une charge moins, ça fait 0. Et ici, on a bien 0. Voilà pour la première équation, somme toute assez simple. Pour la seconde, un peu plus complexe, parce que ici, vous voyez apparaître le fait qu'il y ait des parenthèses. Ces parenthèses signifiant que l'on retrouvera 2 fois l'ensemble de ce qui se trouve immédiatement avant, c'est-à-dire NO3. On l'a déjà vu dans les exemples précédents. NO3 contient un N et 3 O. Ça se répétera donc 2 fois. Par contre, ici, il n'y a pas de petit chiffre à côté de Ca, ce qui signifie que Ca est en quantité unique. Ca, il n'y en a qu'un. N, il n'y en a qu'un si je ne mets pas de chiffre de devant. C'est la raison pour laquelle le 2 apparaît ici. Et il en faut bien 2, puisque ici, le 2 qui se trouve là indique qu'il y en a 2 pour N. Et ici, le 2 fois 3O fait un total de 6 qu'on retrouve bien ici. Je vous rappelle ce petit côté préambule que l'on a vu tout à l'heure, avec le fait que le 2 qui est devant est intégralement pour le N, pour les 3O et pour le petit moins. On poursuit avec le sulfate de magnésium, donc avec les ions magnésium et les ions sulfate qui se séparent l'un de l'autre. En Mg2+, pour l'un, en SO4 de moins de l'autre. On a déjà un parfait équilibre entre les atomes ici de S, de O et de Mg, mais également des charges, puisque 2 charges plus compensent complètement les 2 charges moins qu'on ne retrouve pas ici. Enfin, dernier exemple, le carbonate de sodium qui se décompose du coup en ion sodium et en ion carbonate. Les ions sodium sont au nombre de 2 ici, avec le petit 2 qui se trouve là, d'où l'apparition du 2 devant Na+ ici. CO3 n'a pas de chiffre particulier, le 3 étant collé au O. On retrouve le CO3 également ici. 2 charges moins ici, et également 2 charges plus ici, sans oublier de prendre en compte le coefficient stoichiométrique 2 que l'on a placé devant. On a bien également une neutralité des choses. Petite information supplémentaire, vous n'avez pas le droit, parce que par exemple ça vous arrangerait,
de rajouter un petit chiffre 2, par exemple, en plein milieu du SO4 de moins. SO4 de moins, c'est une entité chimique qui existe sous cette forme-là et pas sous une autre. Et on ne va pas changer la nature en lui rajoutant un S dont elle ne voudrait pas. Donc vous n'avez le droit de n'intervenir que sur les coefficients stoichiométriques que l'on positionne ici à l'avant de chacune de ces molécules. Voilà. C'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. On poursuit avec d'autres équations, cette fois-ci de réaction. Alors, pour les équations de réaction suivantes, je vous propose de mettre pause et d'essayer de faire sur un brouillon ces équations en trouvant les coefficients stoichiométriques qui permettra de les équilibrer. Je rappelle que les coefficients stoichiométriques, ce sont les chiffres que l'on positionne ici. Ils peuvent être des chiffres classiques, entiers, 1, 2, 3, etc. Quand c'est 1, on a le droit de ne rien mettre. Ici, je vous imposerai pour l'instant de le mettre pour me montrer que vous avez bien compris que c'était 1 et non pas un oubli de votre part ou le fait de ne pas savoir le faire. Mais ça peut être également une fraction. On ne peut pas par contre mettre 0,33, puisque 0,33 a priori un tiers n'est pas un chiffre fini. Donc soit un nombre entier, soit une fraction, soit rien, et dans le cas où on ne mettrait rien, ça veut dire 1. Donc voilà, faites pause et essayez de le faire. On se retrouve après pour la correction. Alors, si on regarde la première équation, on se rend compte qu'au niveau des atomes, de part et d'autre, a priori, c'est parfait, donc on semble n'avoir rien à faire. Mais si on pousse un peu plus loin, on se rend compte qu'au niveau des charges, ça n'est pas équilibré, puisque d'un côté, on n'a rien du tout et une charge plus, donc au total, une charge plus. Ici, 2 charges plus et rien du tout. Donc, a priori, il y a un déséquilibre de charge. Le seul moyen d'augmenter le nombre de charges du côté des réactifs, c'est de mettre le chiffre 2 ici en coefficient stoichiométrique, puisque le chiffre 2 sera multiplié avec la charge plus, donc ça donnera un total de 2 charges plus pour équilibrer celle du cuivre. Mais le fait d'avoir mis un 2 devant l'argent nous oblige à mettre aussi un 2 devant l'atome d'argent, ici, l'argent métallique, pour équilibrer également l'atome. Si on compte au niveau des cuivres, on n'a rien changé, donc cette équation est maintenant parfaitement équilibrée. Un cuivre de part et d'autre, 2 argent de part et d'autre, et 2 charges plus de part et d'autre. La deuxième, beaucoup d'atomes différents, 3, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Mais si on regarde l'oxygène par exemple, on se rend compte qu'il intervient ici 2 fois. Ce qui fait que si on touche à l'un, à l'autre, ça va être compliqué d'ajuster. Donc je vous conseille toujours de commencer par équilibrer un atome qu'on ne retrouve qu'une fois du côté des réactifs et qu'une fois du côté des produits. Ça simplifie les choses, c'est le cas du carbone et c'est le cas également des hydrogènes. Arbitrairement, je commence par le carbone, vous commencerez par ce que vous souhaitez, mais en tout cas je vous déconseille l'oxygène dans ce cas de figure. Le carbone, j'en ai 4 dans CH4. Il me faut donc en mettre 4 au niveau du CO2. Maintenant, si je regarde les hydrogènes, on se rend compte qu'on a 10 hydrogènes ici et que 2 hydrogènes dans la molécule d'eau. Donc, on n'a pas le choix. Il faut positionner un 5 ici devant l'H2O, puisque 5 fois 2, 10, on retombe bien sur nos 10 hydrogènes ici. Maintenant, enfin, on peut s'attaquer aux oxygènes. Les oxygènes, si je compte bien, le 4 au devant implique qu'il multiplie la totalité des oxygènes qui sont ici au nombre de 2. Donc ça fait 4 fois 2, 8 oxygènes pour l'instant. Donc je vais écrire ici 8O. Ça c'est mon brouillon, hein. Ça n'est pas à mettre sur votre copie, c'est juste pour que vous puissiez comprendre et vous pouvez faire ça également sur votre brouillon. En ce qui concerne les oxygènes des molécules d'eau, a priori il n'y en a qu'un, des atomes d'oxygène par molécule d'eau. Mais en ayant 5 molécules d'eau, au total, on a ici 5 oxygènes. 5 plus 8, 13. Je suis censée donc avoir 13 oxygènes. Mais 13 oxygènes, si j'en ai 2, ça fait 13 fois 2, 26. Ça ne serait donc pas équilibré. Donc soit vous divisez par 2 le 13, soit vous l'écrivez sous forme de fraction, comme ici, 13 demi. On va voir dans l'exemple suivant qu'on n'est pas obligé de laisser une fraction. Si ça vous gêne, on va avoir l'astuce après pour pouvoir l'enlever. Et comme je vous l'ai demandé, je vais le faire ici.
fallait bien placer mon coefficient stoichiométrique 1 là où je n'avais encore rien mis pour éviter de laisser planer un doute. On prend le troisième et dernier exemple de cette vidéo où on doit équilibrer des soufres et des hydrogènes. Je choisis de commencer par les oxygènes qu'on ne retrouve qu'une fois de part et d'autre. Ici, je n'en ai qu'un pour l'instant, 2 de l'autre côté. Donc ici, je positionne un coefficient stoichiométrique 2 devant H2O. Le fait d'avoir mis 2 devant H2O, ça implique que je retrouve maintenant 4 hydrogènes par ici. Pour cela, il faut que je mette 2 devant H2S. Pour qu'en multipliant les deux, je tombe bien sur mes 4 hydrogènes. Donc, a priori, les hydrogènes sont équilibrés. Le fait d'avoir mis un 2 ici implique que j'ai 2 soufres, alors que de l'autre côté, pour l'instant, j'en ai 8. Ici, je n'en ai qu'un. Ce qui fait qu'ici, j'ai 3 soufres, quand ici, je suis censée en avoir 8. Ce qui n'est pas possible. Donc, moi, j'en veux que 3. Si je fais 3 fois 8, 24, ça ne va pas, donc je dois en prendre que 3 huitièmes. Je complète mon dernier coefficient stoichiométrique ici à 1 pour ne pas laisser de doute au correcteur. Voilà cette nouvelle équation équilibrée où on peut revérifier chacun des atomes. Ici, au niveau de l'hydrogène, j'ai 4 hydrogènes, 2 fois 2. Ici, j'ai également 4 hydrogènes, 2 fois 2. Au niveau des soufres, 2 fois 1, 2 plus 1 fois 1, 1, donc ça fait au total 3 soufres. Ici, 3 huitièmes fois 8, ça fait bien 3 soufres. Et au niveau des oxygènes, ici j'ai 1 fois 2 oxygènes, ici 2 fois 1 oxygène. L'ensemble est équilibré. Alors, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, on va regarder la petite astuce qui consiste à supprimer les fractions pour celles et ceux qui n'aimeraient pas en avoir. Mais si on laisse les fractions, ça n'a aucune importance, hein. Donc voilà, je vous propose une autre écriture de cette équation. Alors cette nouvelle écriture est due au fait que si je multiplie l'intégralité de cette équation par 8, je vais permettre de éliminer ce dénominateur égal à 8. Mais si je multiplie par 8 l'équation, c'est bien sûr l'intégralité de ces coefficients stoichiométriques et uniquement les coefficients stoichiométriques. Ce qui fait que si je fais 2 fois 8, je trouve 16, sans toucher en quoi que ce soit à H2S. 1 fois 2, ça fait 8, sans toucher en quoi que ce soit SO2, etc. Comme ça, jusqu'au bout. Et là, ça nous permet de ne plus avoir la fraction. On aurait pu faire exactement la même chose ici, en multipliant non pas par 8, mais par 2, et on aurait gardé des équations parfaitement équilibrées. Voilà, j'espère que vous avez compris, que vous avez surtout retenu. Et s'il y avait des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les écrire. On se revoit en classe. À bientôt.